Je vais parler au nom du Centre national de coordination du dépistage néonatal. Alors, c'est facile parce qu'au début, vous savez déjà tout, donc ça va être très facile, mais je voulais juste quand même rappeler que dans le décret, il est bien marqué, celui de 2018, donc avant la généralisation, ce décret mentionne que ce qui est dépisté, donc à ce moment-là, pour les enfants à risque, c'était la drépanocytose. C'est bien marqué drépanocytose telle que, et au 1er novembre, lorsqu'il y a eu l'extension, et bien finalement, on a enlevé le ciblage, mais la pathologie est restée. Ce tableau, c'est celui qu'on vient de voir juste avant, qui présente les chiffres de la drépanocytose depuis 1989. Je les ai rappelés ici pour voir si, pour pouvoir comparer comme ça après l'extension, après la généralisation, bien qu'on n'ait que 2 mois de recul. Donc on est à un enfant sur 662 depuis 1989 en population ciblée. Et si on regarde l'hétérozygosie AS, eh bien on est à un enfant sur 34 en population ciblée avec une petite géographie comme ça sur la France. Si on regarde donc l'évolution sur les 10 dernières années, c'est également ce qui a été présenté, donc je ne reviens pas trop dessus, je vais quand même un peu trop vite. Voilà, où vous retrouvez des chiffres qui augmentent progressivement et qui ont donc donné l'occasion d'enlever le ciblage. Quelques chiffres, parce que moi, je trouvais ça intéressant quand même. En fait, le bébé est donc dépisté au 3e jour. Plus ça va, plus on souhaite que ce soit plutôt 48 heures. Donc il faut arrêter de dire peut-être prélèvement à 3 jours de vie, mais bien dire prélèvement dès 48 heures de vie. Parce que depuis 2023, on a ajouté donc des pathologies qui sont à décompensation assez rapide. Et c'est toujours dommage de ne pas avoir fait le dépistage avant. Donc vraiment c'est 3 jours, mais c'est le 3e jour de vie où l'enfant est prélevé, c'est-à-dire après 48 heures de vie. Donc ça c'est pour le prélèvement. Et puis jusqu'à avant l'extension, la généralisation, eh bien en fait les résultats du laboratoire arrivaient dans les 15 jours. Parce qu'en fait il faut faire les 2 techniques, vous savez, je vais revenir dessus, on va parler de bio. Et en plus, il y avait un transfert du buvard puisque seuls 5 centres regroupaient tous les buvards avant que tout le monde le fasse. Donc il y avait un petit délai, c'est pourquoi en fait l'enfant avait quand même aux alentours de 15 jours lorsque le pédiatre, le référent, était prévenu. Et entre le moment où on rend les résultats et le moment où l'enfant a sa confirmation diagnostique, on est quand même à plus de 2 mois. Ce qui est une des pathologies sur lesquelles le délai de consultation est le plus long, ce qui s'explique, notamment parce que en général, il faut en plus avoir les résultats des parents, etc., etc. Mais on est plutôt sur une confirmation à 2 mois, ce qui nous fait dire, souvent quand les sages-femmes nous disent, ou les parents nous demandent, bon alors, au bout de combien de temps j'ai les résultats du dépistage néonatal, ben, finalement c'est grosso modo 8 jours pour l'ensemble des pathologies avec des paramètres biochimiques simples, un peu plus pour la mucose s'il faut chercher les mutations, et on est plutôt autour de 2 mois pour la drépanocytose. En fait, on leur donne toujours un petit peu des délais comme ça pour qu'ils puissent ne plus attendre, entre guillemets, la mauvaise nouvelle liée au dépistage néonatal. Voilà. Donc, entre 2022 et la généralisation, il se passe quand même quelques mois parce que derrière, il a fallu que tous les centres s'équipent. C'est vrai que quand les recos de la Haute Autorité de Santé sont tombés, tout le monde nous a dit « bon, bah, on arrête de cocher la petite case sur le buvard ». Nous, on a dit « oh, oui, mais on n'a pas, les CRDL n'avaient pas la capacité d'absorber tous les buvards ». Donc, il y a un petit délai qui se passe parce qu'il faut former les gens et puis il faut faire un appel d'offres national avec des achats de matériel. Ça coûte un petit peu cher malgré tout quand même. Donc au 1er novembre, tout est prêt et donc on fait un avenant à l'arrêté et vous voyez, ça n'est vraiment qu'un entre guillemets avenant, c'est-à-dire que seule la ligne en population ciblée a été retirée, mais la terminologie est restée telle que.
Alors, le bilan de 2024. Alors évidemment, ça fait 2 mois, donc ça ne va pas nous montrer énormément de choses sur 2 mois, mais je vous présente quand même les résultats. 2 mois, c'est 95 000 enfants qui ont bénéficié du dépistage néonatal, et dedans, 83 enfants ont été dépistés avec un syndrome drépanocytaire majeur, je vais dire un peu large, parce que vous voyez ce qu'on englobe dedans. Ça fait un enfant sur 1144, très précisément. C'est ce qu'on attendait, on n'est pas surpris. Les chiffres sont un tout petit peu en deçà parce que j'ai encore des confirmations de décembre qui ne sont pas encore arrivées. Donc, allez, on est à un enfant sur 1100, on en attendait un sur 1000, c'est exactement la même chose. Et vous voyez la dichotomie en dessous avec 57 enfants FS en particulier. Voilà. J'ai fait un comparatif de l'année dernière par rapport à, des 2 mois post-généralisation avec les 2 mois pré-généralisation. Nous sommes obligés d'enlever quelques chiffres, c'est pour ça que ce n'est pas exactement les mêmes que tout à l'heure et que je m'arrête au 11 décembre, c'est simplement parce que si je n'ai pas les remontées des derniers, je vais dire n'importe quoi. Donc tant pis, la période est un petit peu plus courte, mais c'est pas grave, on aura l'occasion de faire des bilans à plus long terme. Et donc, très franchement, c'est exactement ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire la population est donc à peu près le double de ce qu'on attendait, puisque le ciblage était de 53%, jusque-là, on est d'accord, avec un nombre de FS. Et bon, écoutez, je ne crois pas qu'il y ait de différence significative là-dessus, surtout que ça s'équilibre entre toutes les formes. Et j'ai pas fait exprès, mais on était à 67, enfin nous sommes à 67 en fin d'année 2024, quand nous étions à 68, c'est donc exactement la même chose. Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de, en tout cas de mauvaise surprise, mais on espérait bien et on n'avait pas d'inquiétude là-dessus, c'est des techniques qui fonctionnent bien. J'ai fait exactement le même tableau, donc c'est pareil, hein, c'est sur 1 mois et demi à peu près pour les hétérozygotes, puisque là on s'attendait à une petite augmentation. Eh bien écoutez, elle est telle qu'on l'attend vraisemblablement, puisqu'on est avec 1296 FAS sur la période, quand on était à 1187, franchement, enfin, voilà, hein, il y a un petit delta. Franchement, il faudra revoir les résultats avec une plus grande période, bien sûr. Et puis pas d'étonnement non plus sur les hétérozygotes qui sont détectés, puisque selon la technique, et on va revoir, eh bien forcément il y a un petit décalage qui s'opère avec des FAC un petit peu plus importantes que sur l'année 2023. Pareil pour FAD, FAE, FAO arabe, etc. Et puis les FAX, alors là ils sont très nombreux, mais c'est aussi le temps que toutes les techniques soient faites. Voilà, donc c'est des chiffres auxquels on pouvait s'attendre vraisemblablement. Et bien sûr, on les confirmera sur une période plus longue, absolument. Voilà. Justement, j'ai commencé à parler des techniques. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu les techniques, alors je ne vais pas vous faire de la bio, mais je vais quand même un petit peu vous faire de la bio pour qu'on sache en fait qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, sur l'algorithme, il est marqué que les méthodes d'analyse peuvent être celles entre guillemets qu'on souhaite, parce qu'aucune méthode ne permet de complètement séparer toutes les hémoglobines de manière certaine. Et c'est pourquoi, mais même en diagnostic, on associe toujours au moins 2 voire 3 techniques pour faire un diagnostic. Donc là c'est exactement pareil, aucune technique n'est parfaite pour séparer complètement les hémoglobines. Donc on en choisit une, on connaît ses avantages et ses inconvénients, ils ont tous des avantages et tous des inconvénients. Donc l'idée c'est de les croiser pour essayer d'avoir de bonnes performances. En fait, si, donc je vous dis, je vais vous parler un peu de bio sans non plus trop vous faire un cours de biologie, mais globalement en fait, il y a 2 façons de repérer l'hémoglobine. Soit vous les séparez par rapport à leur masse, les peser hein, en quelque sorte, soit vous les séparez par rapport à leur charge, leurs propriétés physico-chimiques. Et donc finalement, vous voyez, il y a au moins 2 techniques en masse et au moins 3 techniques qui utilisent la charge. Alors pas seulement la charge, mais globalement c'est quand même là-dessus que ça revient. Si on regarde en France, pour les techniques de première intention, eh bien vous en avez 2 qui utilisent la masse, donc le fameux Malditov. Ensuite, vous en avez finalement eu plein de petits bleus qui ont acheté des capillaristes, donc c'est de l'électrophorèse capillaire, c'est donc en fonction de la charge qu'on va distinguer les molécules.
Et puis, il y en a 4 autres qui ont choisi de l'HPLC, là aussi, une petite séparation plutôt en fonction de la charge. Sans oublier l'IEF qui est utilisé en Martinique en première intention. Et donc, si on regarde en proportion, vous voyez qu'avant, en 2023, le petit cercle du milieu, globalement, le MADI, donc la séparation en masse, par la masse de la molécule, c'était 77% des analyses qui étaient réalisées comme ça. Et puis le reste était de la séparation. Et vous voyez que depuis la généralisation, étant donné que beaucoup ont acheté des fameux capillaris, eh bien, allez, il y a une quarantaine de pourcents pour chacune des deux et 20 pour... enfin, même un peu plus du coup par rapport à la charge. Pour la deuxième intention, eh bien, il y en a un centre qui fait du CAPI, 4 qui fait de l'HPLC, 4 qui fait de l'IEF et 1 qui fait de la masse aussi, mais cette fois en phase liquide, on verra un petit peu différent. Voilà, donc je vous ai parlé de méthode en vous disant, bon, on sépare soit en fonction de la masse, soit en fonction de la charge, si on veut faire simple. Alors je vais juste un tout petit peu être plus précise, comme ça on saura tous qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je vous ai pris un exemple de chaque, un par la masse, un par la charge. Pour la masse, donc j'ai choisi le Malditoff. Donc le Malditoff, en fait, c'est une succession de 4 étapes. D'abord, vous mettez votre échantillon, alors vous le travaillez, hein, c'est pas juste le mettre. Hein. Ensuite, vous allez pouvoir le mettre dans une source d'ion. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc c'est ça, la source d'ion, c'est ça le MADI. Donc je vous ai mis l'acronyme en dessous. Ce qu'il faut comprendre dans un MADI, c'est que finalement, vous allez mélanger votre échantillon avec une matrice. Ça va permettre de faire 2 choses. Vous allez pouvoir comme ça, en fait vous allez l'exciter avec un petit laser et vous allez permettre à la fois de le volatiliser, donc vous le mettez en gaz, et vous allez le ioniser, c'est-à-dire vous le mettez en ion. Ça veut dire que du coup, vous allez pouvoir le diriger. Vous allez avoir des ions en phase gazeuse que vous allez pouvoir diriger. Et une fois que vous les avez sous cette forme-là, vous les faites voler dans l'analyseur, le TOF. MADI, TOF, c'est ça. Et donc le TOF, c'est le fait de faire voler les hémoglobines. En fait, vous avez compris, vous les avez en phase gazeuse, elles sont ionisées, donc vous pouvez les attirer. Et donc, là-dedans, vous les faites voler, plus elles sont petites, plus elles vont vite. Donc, vous allez comme ça les séparer, les petites arrivent avant, les plus grosses hémoglobines arrivent après. Et comme vous savez qu'elles ont des masses différentes, vous pouvez très facilement, enfin très facilement, c'est quand même de la haute technologie, mais globalement, assez facilement, vous pouvez les séparer. Parce que vous voyez ici, toutes les chaînes de globines ont des masses différentes. Et vous voyez sur le graphe d'à côté, vous voyez par exemple la bêta S est plus petite, il y a une petite délétion en moins, mais elle est plus légère, elle arrive avant. Voilà. Donc, une méthode assez simple qui fait la séparation selon la masse de vos globines. Si on prend maintenant quelque chose qui sépare par la charge, donc j'ai pris en exemple l'électrophorèse capillaire, il n'y a pas de mauvaise, enfin, j'aurais pu prendre les autres aussi, hein, mais je vous en ai mis qu'une. Donc là, on sépare par rapport à la charge. Eh bien, c'est facile. Vous faites circuler vos molécules en phase liquide dans un petit capillaire. Et en fait, ce capillaire, il est chargé. D'un côté, le pôle plus, de l'autre côté, le pôle moins. Comme on a dit qu'on séparait selon la charge, eh bien, toutes les hémoglobines qui vont être plutôt chargées plus, eh bien, elles vont aller vers le pôle moins. Celles qui sont chargées moins, ne vont pas vouloir aller vers ce pôle-là, et elles vont rester de l'autre côté. Et en fait, je vous ai mis des exemples ici, mais par exemple, sur la S, eh bien, il y a une glutamine qui est remplacée par une valine qui n'a pas de charge. Enfin, la valine est un acide aminé finalement neutre. Eh bien, du coup, vous enlevez une charge négative. Et puis la C, elle, s'est remplacée par une lysine qui est chargée plus. Donc, vous ajoutez des charges positives. Donc, vous voyez qu'en fait, vous pouvez très bien séparer vos hémoglobines parce qu'elles ont des petites différences comme ça. Et donc, vous les séparez à travers des capillaires parce que d'un côté, il y a le pôle plus, de l'autre côté, il y a le pôle moins et tout le monde circule en fonction de son affinité. Et vous avez comme ça un exemple en bas d'un FAS avec finalement le petit pic de début qui est de la A, le grand pic du milieu qui est de la F et le petit derrière qui est de la S. Voilà. Donc finalement, par la charge, vous pouvez séparer un petit peu tout le monde. Et sur le CAPI, vous avez une douzaine de zones où chaque petit variant ou catégorie se retrouve comme ça séparé. Vous pouvez faire une analyse qualitative et quantitative des hémoglobines. Voilà.
Donc, finalement, quand on interprète les résultats, on a accès bien sûr au statut de l'enfant. Est-ce qu'il est FA ou est-ce qu'il a, on va dire, le paquet syndrome drépanocytaire majeur. Donc, si on revient sur les recos de la Haute Autorité de Santé, eh bien, il est dit que le dépistage de la drépanocytaire repère donc les syndromes drépanocytaires majeurs, ils sont cités, et puis les syndromes bêta-thalassémiques avec absence ou taux anormalement bas d'hémoglobine A, parce qu'effectivement, on peut le repérer. Donc, on peut statuer sur l'ensemble de ces statuts enfants. Et puis, donc, la seule petite chose, et c'est pour ça que c'est bien que vous soyez bien au courant aussi des techniques, parce que finalement, en fait, c'est quoi anormalement bas par rapport à un terme? Et donc, c'est là qu'il faut qu'on travaille ensemble, parce que nous, on va avoir des taux, et il faut qu'on travaille ensemble pour savoir jusqu'où, finalement, anormalement bas. Donc, on a des publications, on a des auteurs dans cette salle, donc c'est d'autant plus simple, mais jusqu'où on veut voir les patients, jusqu'où on est moins intéressé pour les voir. Donc ça, c'est vraiment des discussions qu'on peut avoir. Et puis, bien sûr, il y a la discussion des hétérozygotes, avec donc, on a vu les AS, mais éventuellement les autres. Donc là, c'est pareil, l'information aux autres, qu'est-ce qu'on voit, etc. C'est des questions ouvertes auxquelles vraiment on est vraiment dispo pour discuter tous ensemble. Et puis, donc, on a monté, parce que, en fait, c'est vrai que quand il y avait 5 centres, ils étaient très, très habitués, et donc les questions avaient trouvé leur réponse. Et là, maintenant, on est beaucoup plus de centres avec beaucoup plus de techniques. Et donc, notre jeu, là, en ce moment, c'est d'essayer de nous harmoniser tous, déjà, et en accord avec ce que on souhaite tous au nom de la filière. Et donc, on a monté un petit groupe de travail entre bio du dépistage pour voir un petit peu comment on pouvait déjà s'harmoniser. Et on a donc des questions qui se posent par rapport... et quand on voit une HbA basse, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on commence déjà à avoir certaines réponses, c'est-à-dire que quand le bébé est préma, on se dit qu'on va le clôturer en préma et redemander un buvard de dépistage néonatal. C'est plus facile parce qu'on va le demander directement à la maternité. Donc dès qu'il est trop petit et qu'il a un taux d'HbA basse, on va le recontrôler. Par contre, s'il est à terme, avec une HbA basse qu'on a statué a priori, il faut qu'on continue de travailler, de s'harmoniser, c'est pas du tout clos, mais inférieur à 3% d'après les publis, alors on le confiera au centre de référence. Même question pour les risques de transfusion, mais là je pense que vraiment la réponse elle va être trouvée facilement, c'est-à-dire que quand il y a un risque de transfusion, il y a aussi un risque de masquer une éventuelle drépano. Alors sincèrement, moi on ne va pas répondre là tout de suite, hein, mais quand on voit autant de S par exemple, de F pardon, et pas du tout de S sur un dossier, quand bien même il aurait été transfusé, il ne va pas être drépanocytaire. Ou alors justement, il faut qu'on discute, quoi. Donc il faut voir où est-ce qu'il y a un risque de passer à côté d'un syndrome drépanocytaire et finalement il n'y en a pas et on les contrôle. Et puis, typiquement, il y a un troisième petit point où il faut qu'on s'harmonise, c'est les HB-BART, puisque là, du coup, en fonction de la technique, il y a des taux. Il faut qu'on s'harmonise et il faut que, si on est d'accord sur le seuil, eh bien, derrière, on vous les adresse de nouveau avec une suspicion, on va dire, au sens large, d'hémoglobinose H. Voilà. Donc, finalement, plein de nouveautés, plein de nouvelles possibilités, plein de questions aussi, ça va ensemble. Donc plein de choses à faire pour s'homogénéiser, faire un maximum de choses. Donc c'était un petit bilan à 1 mois et demi. Si vous le souhaitez, on refait un bilan dans un petit peu plus longtemps et on rediscute. Au passage, je remercie l'ensemble de l'équipe. Alors le CNCDN c'est tout petit, hein. On est 4 à travailler dans le CNCDN, il n'y a pas Emmanuel Ruche ici qui est le coordonnateur, mais vous apercevez ici Paul Brégeot, que certains ont régulièrement par mail ou par téléphone, et notre entre guillemets nouvelle qui s'appelle Latifa Brick, un petit peu derrière, et les autres sont les gens du Centre régional de dépistage néonatal, Centre Val-de-Loire. Et voilà.